Ok, je crois que c'est good, hein. Ça tourne là? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui m'a transformé en tant que footballeur. Enfin libre, de Tony Chaperon. Ce livre m'a complètement changé. Moi, j'avais l'habitude d'être très critique sur le terrain envers les décisions des arbitres. Il se passait pas un match sans que je conteste une décision arbitrale, sans que je me prenne la tête avec un joueur. Et je suis devenu un joueur complètement différent, un joueur apaisé sur le terrain. Alors ce livre m'a vraiment changé en tant que joueur parce que en fait un arbitre, quand on y pense, il doit manager sur 1h30 11 joueurs d'un côté, 11 joueurs de l'autre, des coachs, parfois des supporters. C'est juste une tâche énorme et il est normal qu'un arbitre parfois fasse des erreurs. Une autre idée que j'ai beaucoup appréciée dans son livre, c'est celle qui concerne le refus de l'autorité qu'il constate envers les arbitres. Et en fait, il lie ce refus de l'autorité qui est présent dans le football au phénomène de refus de l'autorité qu'on retrouve aujourd'hui dans la société à plusieurs égards. Refus de l'autorité des professeurs, refus de l'autorité des forces de l'ordre. Pour nous joueurs, c'est difficile de l'accepter. On a l'impression que l'arbitre a une tâche facile, mais en fait, il a une tâche extrêmement difficile. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce bouquin, c'est que l'arbitre reconnaît qu'il fait des erreurs. Et comme nous tous, en fait, il a le droit à l'erreur. Le problème, c'est que dans le foot, aujourd'hui, les enjeux financiers sont devenus tellement importants que voilà, on ne veut plus laisser la place à l'erreur. Sauf que le foot, ça doit rester un jeu, ça doit rester du plaisir avant tout. L'arbitre, c'est quelque part le garant de ce jeu. On peut pas contester tout le temps les décisions arbitrales. Déjà, dans le niveau amateur, on n'a pas assez d'arbitres parce que les arbitres sont dégoûtés. Les études montrent qu'au bout d'1 an d'arbitrage, la moitié des arbitres jettent l'éponge. Ils ne veulent plus subir des pressions, ils ne veulent plus subir des insultes à chaque match. Et en fait, c'est notre responsabilité à nous joueurs, à nous coachs, à nous bénévoles, à nous éducateurs, de maintenir un climat serein sur la pelouse. Et ça passe par du respect envers les arbitres. Et vraiment, je vous conseille ce bouquin parce qu'il va vous faire complètement changer votre manière de voir l'arbitre. L'arbitre, il faut savoir qu'il prend en moyenne une décision toutes les 30 secondes. Vous imaginez le nombre de décisions que ça fait sur 1h30. Et l'arbitrage au foot, il est basé essentiellement sur l'interprétation des règles. Si vous prenez une personne à côté de vous, vous regardez une action, peut-être que pour vous il y aura faute, peut-être que pour l'autre personne il n'y aura pas faute. En fait, l'arbitrage dans le foot, c'est une interprétation des règles. De base, lui aussi, c'était un joueur de foot, assez nerveux sur le terrain, et un de ses coachs lui a proposé un jour, pour se calmer, pour qu'il comprenne un peu le rôle des arbitres, il lui a proposé d'arbitrer un match. Il avait 13-14 ans, et ce match, ça a été une révélation pour lui. Une révélation, il s'est pris d'amour pour l'arbitrage, et il en a fait son métier. Et ce livre, il est super intéressant parce qu'il nous parle de la condition des arbitres, il nous parle de rémunération, il nous parle de ses relations avec des joueurs stars comme Cristiano Ronaldo, comme Falcao, comme Ibrahimovic. Et il a plein d'anecdotes, franchement, moi je me suis régalé en lisant son livre. En fait, Tony Chaperon, c'est un arbitre international que vous connaissez peut-être, de par son tacle qu'il a mis un joueur du FC Nantes contre le Paris Saint-Germain. Moi-même, quand j'ai vu ça, j'ai été surpris. Je me suis dit, mais cet arbitre, il est complètement fou. Il a complètement perdu la tête. En fait, lui, de base, déjà, il était blessé ce jour-là. Il se sentait pas très bien. Il sait qu'il n'a pas eu le bon comportement. Et il dit, dans son livre, je le cite, « Je me sens comme un taureau dans l'arène avant la mise à mort ». Il a eu une réaction comme peuvent les avoir les joueurs de foot à n'importe quel moment dans le match, c'est-à-dire il a laissé traîner son pied et voilà, ça a fait ensuite un scandale. Il faut savoir qu'après ça, il a écopé de 6 mois de suspension par la Fédération française de foot. Le fonctionnement de la Fédération française de foot est totalement malsain et totalement problématique. Tout ça, c'est lié au fonctionnement de la direction technique de l'arbitrage, qui est une instance de la Fédération française de foot. En fait, il nous explique que pour être dans les petits papiers de la Fédération française de foot, il faut ne pas faire de vagues. Voilà.
C'est tout simplement ça. Il faut ne pas faire de vagues. Et si vous avez une grande gueule, eh ben, c'est fini pour vous. Lui, ce qui lui a causé du tort, c'est qu'il a mis en place un syndicat pour négocier un peu plus les salaires des arbitres, pour avoir un peu plus d'avantages. Et en créant ce syndicat, il s'est mis à dos le directeur technique en charge des arbitres. Il a commencé à avoir des matchs moins intéressants à arbitrer. Alors c'est quoi des matchs moins intéressants? C'est jamais positionné sur les grosses affiches, le PSG, l'OM, Lyon. Et il explique en fait que chaque arbitre, à la fin du match, est noté. Il a une note sur 10. Et cette note sur 10, donc elle dépend de sa prestation, mais elle dépend aussi du match. Un arbitre qui fait une très bonne prestation dans un match avec des petites équipes ne pourra pas prétendre à avoir une très bonne note. Et donc il explique que ce système est en fait vicié par le fait d'être dans les petits papiers des directeurs, de ceux qui dirigent. L'idée forte de son livre, c'est que le monde de l'arbitrage est traversé par une concurrence féroce entre les arbitres. On peut penser comme ça que tous les arbitres sont copains entre eux, sont solidaires entre eux, mais en fait, ce qu'il nous démontre, c'est que la réalité est tout autre. Il faut bien comprendre, vous avez une vingtaine d'arbitres dans le championnat de France Ligue 1. Les 5 premiers vont pouvoir arbitrer des matchs de compétition européenne, l'Europa League, la Ligue des Champions. Puis vous avez le ventre mou du classement. Et enfin, les 3-4 derniers vont être rétrogradés en Ligue 2. Par la suite viendra une note totalement arbitraire qui va permettre de rebattre les cartes du classement. Cette note, pour la justifier, ils disent que c'est basé sur l'élégance. Comment on note l'élégance? Ils disent que c'est basé sur la rigueur administrative. Ils disent que c'est basé sur le dévouement. Bon. Tout ça, en fait, c'est du bullshit, il l'explique. Et c'est pour ça que très tôt, il ne s'est pas entendu avec les dirigeants et très tôt, il a voulu mettre en place un syndicat pour défendre les arbitres. Les arbitres, ils sont soumis à des tests physiques extrêmement difficiles. Quand j'ai lu ce que les arbitres devaient réaliser, j'ai été choqué. N'importe quel joueur de foot amateur ne serait pas capable de faire ce qu'ils font. Et il faut savoir qu'ils ont un certain âge, généralement la quarantaine passée, et j'ai été franchement admiratif de ce qu'ils sont obligés de faire. Et en fait, c'est hyper important pour eux parce que leurs prestations sont enregistrées sur une montre connectée et elles sont envoyées ensuite automatiquement à la Fédération française de foot. Si un arbitre réalise de mauvais tests physiques, s'il n'est pas dans les standards qui ont été mis en place, il n'a pas de match, voire pire, il peut être rétrogradé en Ligue 2. Alors qu'on se l'entende, un arbitre en Ligue 2, c'est super, ça reste incroyable, mais pour un arbitre qui arbitre en Ligue 1, qui arbitre des matchs de Coupe d'Europe, c'est quelque part une régression professionnelle. Voilà, c'est comme ça, il l'explique, c'est comme ça qu'il le vit. Moi, ça me paraît incroyable qu'en 2026, encore dans les stades, que ce soit professionnels ou dans les petits stades amateurs, on ait encore affaire au racisme. Donc Tony Chaperon, il parle de racisme dans son livre et il explique avoir été accusé à tort. En fait, il s'est révélé que le joueur avait menti en les accusant d'avoir dit « dégage sale arabe », alors que l'arbitre n'avait juste dit que « dégage ». Voilà. Et ça, pour moi, c'est tout autant un scandale. Je veux dire, ça dessert la cause de lutte contre le racisme. On peut pas accuser à tort et à travers des gens de racisme si ce n'est pas le cas. Voilà. Deuxième expérience de racisme dont il parle, c'est un match à Sofia en Bulgarie entre l'équipe nationale de Bulgarie et l'équipe du Danemark. À l'époque, dans l'équipe du Danemark, il y avait un défenseur noir et les supporters faisaient des cris de singe dans le stade. Et il explique comment il a dû gérer la situation en demandant au speaker de tout simplement faire une annonce pour que ces cris stoppent. Autrement, le match s'arrêterait. Ça me fait penser à un voyage que j'ai fait il y a 2 ans en Bulgarie, à Sofia justement. Et c'est un voyage qui m'a marqué, qui m'a surpris. Parce que c'est la première fois que je voyais dans la rue des gens arborer des tatouages ouvertement avec des croix. Et dans cette ville, il y a 2 clubs qui sont connus pour leurs hooligans, le Levski Sofia et le CSKA Sofia. J'ai rencontré, malgré moi, des hooligans de ces 2 clubs et je peux vous dire que j'étais pas serein.
la montre qui est censée vibrer quand le ballon dépasse la ligne. Alors normalement, avec ça, on se prémunit de toute erreur. Mais il explique que dans plusieurs matchs, les arbitres avaient la montre qui vibrait alors que le ballon était au milieu de terrain. Le système était complètement dysfonctionnel et ça a conduit à une rupture du contrat avec la société qui a commercialisé les montres aux arbitres. Toujours sur la technologie, il évoque la VAR. Alors aujourd'hui, il se passe pas un match sans qu'un arbitre ne consulte la VAR. Et ce fameux geste, l'arbitre va voir l'assistance vidéo. On pense que la vidéo va régler tous les problèmes. Or, imaginez-vous que sur le matériel qui est utilisé pour filmer un match de foot, donc du matériel de pointe, qui va permettre d'avoir des ralentis incroyables. Ce matériel, pour capter une seconde, il utilise 200 images. 200 images par seconde. C'est-à-dire que si l'arbitre va voir la vidéo pour voir si un joueur est en jeu, le réalisateur peut lui proposer 200 images. Vous imaginez bien qu'entre la première image de la seconde et la 200e image de la seconde, le joueur n'est pas positionné à la même manière. Et il explique dans son livre qu'un réalisateur, lors d'un match de foot, lui a dit qu'en fonction de l'image qu'il projetait sur l'écran, il pouvait décider qu'un joueur était hors jeu ou pas. Il faut donc bien comprendre, le réalisateur est le seul décisionnaire des images qui seront visionnées par l'arbitre à la VAR. Il dispose d'un pouvoir immense. Dans mon championnat en Régional 3, j'ai récemment été arbitré par un arbitre exceptionnel. C'est la première fois que vraiment là j'ai été surpris du niveau de l'arbitre. En fait, si vous voulez, cet arbitre, il nous connaissait, il connaissait tous nos noms de famille et il nous appelait tous par nos noms. Franchement, j'ai été surpris et ça a permis à la rencontre de se dérouler dans un superbe climat en fait. Si je devais donner un conseil aux arbitres, de connaître les noms des joueurs sur le terrain, ça fait la différence. Ça demande un peu de taf fait sur la feuille de match avant. Je sais pas si c'est possible à chaque match, mais en tout cas, moi je tire mon chapeau à cet arbitre qui m'a marqué. Alors voilà, moi ce livre, vraiment, il m'a marqué. C'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler dans une vidéo. Et je le conseille à n'importe quel joueur, à n'importe quel entraîneur, à n'importe quel amoureux de foot qui veut en savoir un peu plus sur les arbitres. Après cette vidéo, est-ce que vous trouvez que le traitement médiatique qui est réservé aux arbitres est justifié? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner.